C'est avec cette interrogation que je suis monté dans la combe en ce mois d'octobre. À Lyde, je chute sur le délicieux village de Dranse avant de grimper vigoureusement vers Vichères, hameau résidentiel et résiduel que je m'empresse de quitter pour atteindre le cirque de Las. Nous sommes ici près d'un noyau géologique des Alpes, avec un torrent modeste qui dégringole ses dernières eaux entre un pli de grenaille charbonnée sur la rive droite et une paroi de schiste fort bien taillée par la préhistoire de notre planète sur l'autre rive. Je monte par strates successives. Le chemin tout en douceur côtoie une fosse aux airs de canyon infranchissables, animés de chutes de pierre qui désossent toujours la pente. Chaque espalier a ses empreintes singulières. Je parcours d'abord une forêt sombre et rafraîchissante d'épicéas. L'odeur des épilobes m'offre un fumet d'humus au parfum de cigares havanais. L'air est si frais en ce petit matin qu'il en devient sonore. Le brame du cerf en profite pour remplir le décor de son opéra sexuel. Cette musique-là me rapproche des terrains accidentés de mon inconscient. La beauté du brame, détachée de tout jugement moral, me fascine et cuisine mes désirs, chair et âme. Les halètements de l'animal ramènent mes sentiments au degré des instincts fondamentaux. Je crois que l'ivresse du cerf, dans cette forêt, me confère la magie du cerveau reptilien. Je quitte cette enclave de la sexualité animale pour m'élever vers des clairières ajourées, plus sereines, où dominent les mélèzes qui moussent les couloirs avec des teintes de sorbet à l'orange et des jaunes citronnelles. À la deuxième étape, et en 2 brèves courbes, je passe d'un sol surchargé de résineux à une étendue de vernes, de rhododendrons, d'érelles et de genévriers. Le couvert forestier laisse place à la toundra alpine, où les fleurs de la lande m'accordent leur lente agonie brunâtre. Un tétralyre roucoule au milieu des dernières myrtilles. Une hermine s'étonne de mon passage, à la limite du soleil. La pente est douce, jusqu'à Tsisset, l'alpage des bergers qui ont laissé leur empreinte rupestre sur une paroi de schiste. J'ai l'impression de changer de continent lorsque j'atteins la 3e étape, en marchant sur des herbes jaunes paille, épuisées, crissantes et pourtant moelleuses, avec ces couleurs sableuses que portent aussi les bouquetins pour l'hiver. C'est le royaume du chardon et des courtes graminées, logeuses de 1000 pattes, d'araignées, de fourmis noires et de sauterelles arlequins. Je regarde plus haut les couloirs de grenailles calcaires d'un côté et de l'autre les blocs de rochers sur lesquels les ongulés sauvages se restaurent. Parfois, une touffe d'herbe place une toque féminine sur un roc. Je ne vais pas plus haut. Je veux observer, moi qui ne sais pas regarder. Je m'arrête au-dessus du premier alpage. Lentement, j'apprivoise les alentours. 2 chocards viennent m'épier dans un silence peu orthodoxe. Une dernière biche quitte l'abri des vernes. Soudain m'apparaît l'image des coraux marins. L'océan rejoint la montagne à cette altitude. Les rameaux des aulnes squelettiques se plient, se déforment sous le poids de la neige et se redressent, supportant les avalanches comme les plantes marines le courant des eaux. Je me laisse imprégner par ce miroir, par ces colons des zones périlleuses, des revers humides, multipliant leurs immeubles végétaux sur des carcasses de pierre. Étrange richesse d'une végétation buissonnante qui refuse la forêt, fertilise les sols les plus maigres et se développe, revêche, en compagnie des éricacées. Le soleil vient de tourner, et la couleur châtaigne des herbages repasse insensiblement au vert tendre. Cri, cri. Cette fois, les chocards annoncent un exercice de haute voltige. Ils tournoient, font chandelle, basculent des rémiges et des poignets, posent leurs pattes rouges dans l'herbe. Je les suis d'un roc sur l'autre. Lorsque j'aperçois une fumée blanche dans la gorge en contrebas,
Des randonneurs, sans doute, préparent un feu défendu. Je suis si étonné par cette insouciance que je redescends en longeant le sous-bois. Des passereaux fuient dans les branches. Impossible de leur donner un nom. Bruant, grive, linotte, verdier. J'essaye de ruser derrière un roc avec un retardataire. L'oiseau m'a deviné. Peine perdue. Et la fumée accélère mes pas. Des bûcherons débroussaillent une zone de verne. J'essaye d'installer un dialogue avec ces concierges imprévus. Ils en profitent pour sortir un flacon de fendant avant de s'adonner à l'explication approximative. Ils récupèrent les prairies abandonnées pour les futurs génissons. Je crois comprendre que la crise économique actuelle fait regretter les négligences passées. Autrefois, dans la combe de l'A, existait un alpage de 80 bêtes avec fromagers, fruitiers et bergers. Alors, quand je leur parle des cerfs et du district franc, ils n'ont qu'une réponse scandalisée. « Les biches, il y a assez de place ailleurs. » Mais comment se fait-il donc qu'une vallée se dise pauvre quand elle possède cette combe de là, où le monde sauvage et la civilisation rustique se disputent encore l'espace et la poésie de la nature?